Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques légendes urbaines japonaises. On va voir des histoires qui nous viennent directement du pays du soleil levant. Est-ce que ces légendes sont inspirées de faits réels ou pas, ça j'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles m'aident pas très bien. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour prendre l'avion, on va au Japon et on va découvrir ces histoires ensemble. Déjà, je vais vous parler de quelqu'un qui n'a pas de visage. Au moins, on est clair là-dessus. On va voir une légende urbaine qui raconte l'histoire d'une créature qui s'appelle No Face, sans visage, logique, mais qui porte également un autre nom, qui est Noperabu. Peut-être que vous connaissez, quand je vous dis ce nom-là, moi je ne connaissais pas du tout. Cette sorte de créature apparaîtrait aux gens comme vous et moi comme une personne totalement normale. On ne verrait pas que c'est une personne sans visage. Mais en fait, on est victime d'une illusion. C'est pour ça qu'on ne voit pas son visage. Dans la réalité, cette créature, ce personnage sans visage, n'a pas d'œil, de nez, de bouche. C'est seulement une peau qui est sur son visage. Il y a des cheveux, mais c'est tout. Mais on remarque quand même, quand on est confronté à ce personnage étrange, qu'on a affaire à quelque chose de particulier. On ne se sent pas très à l'aise. On a l'impression de parler à quelque chose d'un peu surnaturel. On ne sait pas forcément pourquoi, mais on a une sensation étrange. Noperabu apparaîtrait devant ses victimes juste avant qu'elles ne disparaissent. Pas avant. Il n'y a pas toute une situation où elle nous fait peur ou quoi que ce soit. Elle apparaît avant la disparition. Toujours. Elle effraie les personnes à qui elle parle, généralement de nuit, et les personnes victimes étant effrayées, ils s'enfuient d'elle. Et tant que la zone où se passe la scène est déserte, Noperabu peut apparaître où elle le souhaite. Ce qui est plutôt compliqué si on veut s'enfuir. Après, rassurez-vous, l'objectif premier de cette créature n'est pas de tuer. C'est simplement d'effrayer les humains comme vous et moi. Bon, là on commence un peu soft, une créature qui est juste là pour faire peur. Effectivement, si tu crois cette créature comme ça seule dans une ruelle, tu dois pas être serein. Ça c'est certain. Mais bon, peut-être que si jamais vous la croisez un jour alors que vous êtes au Japon, vous serez un peu rassuré de vous dire qu'elle n'est pas là pour vous faire du mal. Juste pour vous faire flipper. En gros, c'est quelqu'un qui cherche uniquement à faire des gros pranks. Concrètement. Bon allez, on passe à la légende suivante. Là on va parler d'une autre légende urbaine qui concerne une créature aussi un peu humanoïde, mais cette créature-là a la faculté d'étendre son cou. C'est chelou, et effectivement ça fait pas très peur comme ça. Mais attendez, ça va venir. Cette créature se déplacerait parmi nous, prétendant être humaine, et elle se baladerait notamment la nuit, à la recherche d'humains dont elle se servirait comme victime. Pourquoi? Pour les bouffer. Mais ce qui est fou, c'est que cette créature, elle attaque pas uniquement des personnes isolées dans la rue, en extérieur. Avec son long cou, elle regarderait également chez les gens au travers des fenêtres. Et si tu vis dans un bâtiment, dans un building, elle peut quand même te regarder. Là, t'es en sécurité nulle part. Et parfois, cette créature, il lui arrive des choses un peu cons. C'est que elle recherche des victimes sans s'en trouver, elle étend son cou, et elle oublie de se remettre comme un humain normal, avec un cou totalement classique. Elle s'endort dans un endroit isolé qu'on ne connaît pas, une sorte de repère, et on pourrait l'identifier durant la journée, parce qu'elle aurait des marques sur le cou, à force de se l'étirer et de rester dans une position longue comme ça. Il y aurait, selon la légende, un moyen d'arrêter les crimes commis par cette créature. C'est que si on trouve son corps alors que sa tête en est vraiment détachée, il faudrait cacher le corps pour que cette créature ne puisse pas le retrouver. Et à ce moment-là, elle serait totalement paumée, elle ne pourrait plus perpétrer ses crimes. Là vous vous dites, mais comment c'est possible? Parce que son cou, elle peut le suivre, un peu comme si elle faisait comme le petit poussé, vous savez, elle lâche des petites graines pour retrouver son chemin. Sauf qu'il y a une version justement de cette créature qui aurait une tête qui peut se détacher complètement. Et à ce moment-là, tu peux cacher son corps sans qu'elle puisse le retrouver. Et là après, tu te retrouves avec une petite tête qui marche dans la rue comme ça et tu sais que c'est pas quelque chose de normal. Tu shootes dedans, tu fais un second poteau pavard et c'est réglé. Mais c'est sûr que c'est assez chaud de te dire que tu peux croiser un monstre qui veut simplement te bouffer. Ça c'est assez glauque. Est-ce que vous en voulez encore? Je me doute que oui, moi aussi. Là on va bifurquer sur quelque chose de plus historique si on peut dire, on aura plus une histoire. Là je vous ai raconté deux monstres qui sont apparemment en train de rôder au Japon, mais là on va voir quelque chose qui a beaucoup plus d'histoire. Cette légende urbaine concerne cette fois-ci un manoir qui serait apparemment hanté. Ce manoir, c'est le manoir Imuro. Selon la légende, c'est un manoir qui serait très grand et situé en périphérie de la ville de Tokyo. Pourquoi ce manoir a une triste réputation? C'est qu'à l'intérieur,
il y a eu un meurtre de masse. Tout de suite, c'est lourd. On dit qu'à l'intérieur de ce manoir, la famille Imuro, celle qui occupait les lieux, pratiquait des rituels qui avaient été interdits au Japon. Déjà, ils ont cherché des Moïse. Un de ces rituels était appelé le rituel d'étranglement. Et qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce rituel? Quelque chose de très creepy. Il fallait sacrifier une jeune fille, tout simplement. Ne le faites pas. On me dit dans l'oreillette que c'est illégal. Bien sûr, comme beaucoup de rituels, il y avait un objectif. Tu sacrifiais pas une jeune fille comme ça pour ton bon plaisir. L'objectif de ce rituel, c'était de protéger la famille Imuro d'un mauvais karma. C'est plutôt contradictoire. Si tu tues une jeune fille, tu dis que tu vas plutôt te prendre un bon mauvais karma dans la tronche, et là tu tues quelqu'un pour en avoir un bon. C'est un peu bizarre. Déjà, ça sent un petit peu le roussi. La famille Imuro, en fait, ils ont fait tout ça parce qu'ils pensaient que dans leur jardin, il y avait un portail par lequel les mauvais esprits pouvaient passer. Et bah, vu que leur maison était juste à côté, ils pensaient que si les mauvais esprits sortaient, bah, ils allaient aller directement chez eux. C'est assez incroyable. Ce rituel, pour se préserver d'un bon karma, devait être réalisé tous les 50 ans. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils ne prenaient pas quelqu'un au hasard dans la rue. Ils faisaient des enfants, et à un moment donné, ils attendaient qu'il y ait une fille, ils l'élevaient en secret pour à la fin l'assassiner. Il fallait que la fille soit inconnue du monde extérieur, comme ça, sa disparition ne serait pas signalée, ce ne serait pas étrange, personne ne viendrait la pleurer ou quoi que ce soit. Cet enfant qui était choisi était surnommé la sirène de la corde. Quand le rituel venait, ils traînaient la jeune fille à l'extérieur, dans leur jardin, ils attachaient son cou, ses mains, ses pieds, et après, ils l'écartelaient. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est en gros, t'es attaché par des cordes de toutes parts, et il y a des personnes qui tiennent les cordes un peu en étoile pour que ce soit bien écarté, si on peut dire, et les gens tirent, ce qui fait que ton corps se disloque petit à petit, et si on tire vraiment très fort, ça peut même s'arracher. Et du coup, ton corps est arraché de toutes parts. Le sang de la jeune fille sacrifiée était ensuite placé là où il pensait qu'il y avait ce fameux portail, et du coup, ce sang servait un peu de serrure, si on peut dire. Il était là, ce portail, pour sceller l'entrée. Si le rituel était un succès, la famille ne subissait pas de mauvais karma, les esprits ne sortaient pas jusqu'à ce que le rituel soit répété 50 ans plus tard. Et pendant des générations, vraiment longtemps, ça s'est bien passé. Mais pendant les préparations du dernier rituel, vous vous en doutez bien qu'à un moment donné, ça a capoté. La jeune fille qui avait été sélectionnée en tant que sirène de la corde est tombée amoureuse d'un jeune garçon qu'elle avait aperçu par la fenêtre. C'était compliqué à gérer pour la famille Imuro parce que elle devait rester totalement isolée. Donc normalement, si tu es isolé par exemple entre quatre murs, tu peux pas tomber amoureux, tu peux pas t'attacher à des gens si tu es totalement seul. Et là, malheureusement, c'est arrivé. Et en gros, par rapport au rituel, le fait qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un, elle a perdu sa pureté. Donc quand elle a été sacrifiée, son sang n'étant plus assez pur, le rituel n'a pas fonctionné. Mais le truc qui a un peu aussi tout saccagé, c'est que le jeune homme que la jeune fille avait aperçu était lui aussi tombé amoureux de la jeune fille qui a été sacrifiée. Et il a appris ce qui s'était passé. Il s'est donc rendu dans le manoir de nuit avec un katana et il a assassiné tous les membres de la famille Imuro qui étaient présents sur les lieux. Cette histoire s'est répandue aux alentours du manoir, notamment à Tokyo, et depuis ce fameux massacre, des gens ont raconté qu'ils avaient entendu ou vu des choses étranges sur la propriété Imuro. Certains qui se sont aventurés à l'intérieur des lieux ont dit voir des traces de sang sur les murs, mais des traces de sang assez particulières. On pourrait se dire c'est pas étonnant s'il y a eu un massacre, mais c'était des traces de mains. Ils disent avoir vu également des fantômes, la nuit mais également de jour, et la légende dit que ces fantômes seraient les membres de la famille qui a été massacrée. Les gens du coin déconseillent quiconque de s'aventurer sur la propriété parce que ces fantômes captureraient les visiteurs pour perpétrer leur fameux rituel, le rituel qui leur a en soi causé la mort. On dit que certaines personnes qui se sont aventurées comme ça un peu en mode urbex ont été retrouvées mortes, avec des marques de cordes sur les poignets, sur les chevilles, autour du cou, et à chaque fois la cause du décès était d'une nature dont on a parlé juste avant. Ils avaient été écartelés. Il y a aussi une certaine fenêtre, une fenêtre du manoir, qui a obtenu une macabre réputation. On dit que si on prend une photo de cette fenêtre, quand on va développer la photo qu'on a prise, on verra apparaître une jeune fille qui nous regarde par la fenêtre en kimono. Je suppose que vous avez deviné qui cette jeune fille pouvait être. Tout ce qui s'est passé là-bas a provoqué la peur chez les habitants de Tokyo, la ville juste à côté, et beaucoup pensent qu'en fait maintenant ce lieu est maudit. Il y aurait eu 7 décès de personnes qui se sont aventurées sur les lieux, qu'on ne sait toujours pas expliquer à l'heure actuelle. Est-ce que c'est l'œuvre des fantômes? Est-ce que ce sont des accidents? Ou peut-être un meurtrier qui rôdait dans le coin? Nul ne sait le dire. On ne sait pas si cette légende est réellement vraie ou pas, mais si c'est le cas, ce manoir serait un des lieux les plus hantés du Japon. Donc on va pas y aller faire une petite visite. Je ne pense pas lancer un live de là-bas un jour. Histoire glauque,
Histoire glauque et triste pour les jeunes filles qui ont été sacrifiées. Après, alors je sais pas, hein, encore une fois, si c'est du réel ou pas, si c'est basé sur des vrais faits, mais je serais pas surpris en soi que des personnes, des familles, aient organisé ce genre de choses. Je sais pas pourquoi, mais ça me surprendrait pas, parce que dans l'histoire, on a vu que bon, il y avait des gens qui étaient suffisamment fous pour faire ce genre de choses. On voit qu'il y a des gens qui font des massacres, qui font des meurtres. On a vu dans des vidéos et puis même à la télévision ou quoi que ce soit qu'il y a des gens qui sont suffisamment tarés pour faire ce genre de choses, donc ce serait pas surprenant qu'une famille le soit et qu'il fasse ça. Ouais. C'est creepy et un peu triste. Allez, maintenant on va passer à la dernière légende urbaine. Là on va parler d'une légende urbaine concernant un poème qui pourrait nous tuer si on le récite un peu trop fort. Donc je vais le dire en chuchotant. Ce poème, ça s'appelle Tomino's Hell, l'enfer de Tomino. Si on récite ce poème très fort, un désastre va nous frapper. Soit on va tomber malade, soit on va se blesser quasiment mortellement et potentiellement mourir de nos blessures. Moi, je vais vous le raconter en français. Pour qu'il soit vraiment dangereux, il faut le raconter dans sa langue originale, c'est-à-dire le Japon. Et vu que je pète pas un mot de japonais, sécurité les gars. Voici ce que ce poème nous dit. C'est un poème assez particulier, hein, c'est pas le corbeau et le renard. La plus vieille des sœurs a vomi du sang et la plus jeune des sœurs a craché du feu. Le mignon Tomino a craché des bijoux. Tomino est mort seul et est tombé en enfer. Un enfer sombre, sans fleurs. Est-ce que c'est la grande sœur de Tomino qui est fouettée? Les traces rouges sur son corps sont horribles. Elle se fait fouetter, elle se fait battre et elle tremble. La route pour l'éternel enfer est unique. Priez pour être guidé dans cet enfer sombre. Préparez-vous pour l'éternité en enfer. Le printemps viendra dans les bois et les vallées, mais il ne viendra pas dans les vallées de l'enfer. Dans la cage, il y a un rossignol, et dans le panier, il y a un mouton. Dans les yeux du mignon Tomino, il y a des larmes. Pleure, rossignol, pour la pluie et le bois. Chante ton amour pour ta sœur. L'écho de tes pleurs parcourront les enfers, et des fleurs de sang vont éclore. Au-delà des 7 montagnes et de la vallée de l'enfer, le mignon Tomino voyage seul. Il voyage pour vous accueillir ici, tenant une lance étincelante, au bout duquel se tiendrait de la chair fraîche. La chair d'une de ses sœurs. Si vous voyez quelque chose d'étincelant, c'est le signe que le mignon Tomino est là pour vous. C'est un poème très particulier. Bon, en français, ça veut pas dire grand chose parce que les rimes et tout, elles sont pas là, hein, c'est sûrement en japonais. Mais bon, déjà, ça a l'air de parler d'enfer. Je suppose que la personne qui va nous causer tous nos malheurs, c'est le mignon Tomino, qu'il a déjà dû causer du malheur à ses sœurs, et que la prochaine cible, si on récite le poème en japonais, c'est nous. Quelqu'un a dit une fois qu'il avait lu ce fameux poème. Il l'avait lu à la radio, une radio qui a été dédiée aux légendes urbaines. Au début, la personne qui a raconté ça se sentait totalement normale, et au fur et à mesure du temps, des choses un peu étonnantes lui sont arrivées. Il a commencé à avoir du mal à lire, et en fait, au fur et à mesure qu'il lisait ce fameux poème, ça allait moins bien. Il est arrivé jusqu'à la moitié du poème, et 2 jours après avoir raconté ça, il a eu une blessure. Il ne sait pas si c'est à cause de la lecture du poème ou pas, mais il est assez anxieux vis-à-vis de le lire maintenant. Certains disaient également qu'ils ont lu le poème à voix haute, et qu'ils ont l'impression d'avoir senti quelqu'un qui leur posait comme une main sur la nuque. Vous voyez, quelqu'un qui serrait un peu la nuque de la personne qui lisait. Bon, moi perso là, il m'est rien arrivé quoi. Bon les amis, on en a fini pour ces petites légendes urbaines. Après les légendes urbaines japonaises, c'est assez particulier. Il y en a pas mal qui se ressemblent, pas mal qui parlent de monstres, sans pour autant trop d'histoire derrière. Hein. Ça va être, ouais, t'as Bidule qui rôde la nuit et qui cherche à tuer quelqu'un. Mais il n'y a pas forcément beaucoup d'histoire, c'est beaucoup moins scénarisé qu'une légende urbaine plus occidentale, hein, si on peut dire. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est sûr qu'une légende urbaine japonaise, selon moi, va plus droit au but. On te dit, tu fais ça, tu récites un poème, tu peux mourir. Il s'est passé ça, voilà ce que ça fait. Il n'y a pas forcément beaucoup de scénarisation ou d'histoire derrière. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. On va se remettre en sécurité tranquillement pour débriefer de tout ça. Bah c'était des légendes bien sympas. Après on a encore une fois pas mal de mystères, hein, ce qui est normal concernant les légendes urbaines. On sait pas forcément que c'est vrai. Je suis curieux de savoir si la légende urbaine sur le manoir est réelle. Parce que là on a vraiment des sortes de faits, si on peut dire. Ce que je me dis également, c'est que qui a raconté l'histoire de la famille Nimuro? Si c'était quelque chose d'un peu secret, comment ça a été découvert? Ça, malheureusement, c'est notre imagination qui doit le décider. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de légendes urbaines, hein, où c'est notre imagination qui doit aussi faire une partie du travail. Donc après, vous voyez, hein, si vous voulez croire ou pas à certaines de ces légendes, vous me direz ça en commentaire. En tout cas, j'ai bien kiffé vous raconter ces petites légendes urbaines, hein. Moi je trouve toujours ça super intéressant. Et moi ma grande question c'est d'où vient, quel est le point de départ un peu des légendes urbaines japonaises? Parce que quelqu'un a bien dû voir quelque chose un jour pour raconter tout ça. Ça sort peut-être de l'imagination de quelqu'un, mais comment tu peux te dire, bah vas-y,
Je raconte ça comme ça, tu vois, par exemple la femme avec le long cou qui peut s'étendre. Comment la personne peut se dire je vais raconter une histoire comme ça et qu'elle a l'idée du truc, qu'elle cherche des victimes à manger, qu'elle peut étendre son cou, ce genre de choses, tu vois, ça je suis assez curieux de savoir ça. Peut-être que ce sera l'objet d'une vidéo un jour, qui sait, peut-être la démystification ou les origines des légendes urbaines, ça pourrait être intéressant. Vous me direz en commentaire si ça vous botte ou pas. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, vous avez peut-être appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine, salut!